Bonjour et merci de votre fidélité. Dans ce second temps de parole, on va parler politique, on va parler des élections sénatoriales avec Salim Naouda, candidat pour cette élection. Bonjour Salim Naouda. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine dernière, Salim Naouda, vous avez officialisé ce que vous aviez déjà officialisé sur notre plateau. Vous êtes candidat pour les élections sénatoriales. Vous êtes issu du monde syndical et de la société civile. Comment se passe votre campagne ? Déjà, bonjour à toutes et à tous. La campagne, je pense que ça se passe très bien parce que, étant, comme vous l'avez dit, ici du monde social et syndical, j'ai le contact facile avec les grands électeurs parce que, qu'on le veuille ou pas, comme l'ont dit certains, j'ai travaillé avec tout le monde. Donc tout le monde connaît qui est Salim Naouda. C'est vrai. Tout le monde sait qui pourrait faire Salim Naouda une fois élu en tant que sénateur. Donc là-dessus, on ne se fait pas trop de soucis parce que j'ai une équipe de campagne qui travaille avec moi. Donc notre équipe ou mon équipe ne se fait pas des soucis sur l'engagement, sur la démarche. La chose que nous avons à faire, parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres financiers, parce que nous avons fait le choix de l'indépendance. Cette indépendance s'inscrit sur la continuité de ce que Estelle a démontré déjà, qu'on ne soit pas financé par un groupement politique ou un groupement économique, tout simplement parce que ceux qui payent les campagnes, ils attendent de retour. Et malheureusement, le retour qu'ils attendent ne va pas forcément dans le sens des besoins de la population, des besoins des Mahorais. Donc nous avons fait ce choix d'indépendance, comme moi aussi j'ai fait ce choix d'indépendance. Et en même temps, ça me permettait de travailler avec tous les élus du département, sans distinction. Mais Salim Naouda, les personnes qui vont voter pour vous, ce sont des grands électeurs qui sont habitués à cette logique de clan, à cette logique partisane. Comment vous faites pour convaincre un encarté LR, un encarté Renaissance, un encarté MDM de ne pas voter pour les candidats investis, mais de voter pour vous ? Moi, je dis tout simplement, il ne faut pas qu'on se trompe. On est tous des salariés, on est tous des fonctionnaires ou des agents publics. Nous prétendons tous avoir une situation meilleure dans notre vie de tous les jours. Est-ce que le bilan qui a été fait jusqu'à présent avec les appareils politiques ont donné des résultats à l'attente de la population, à l'attente des salariés et des travailleurs en général? Je crois que non. Quand on parle de la retraite, est-ce qu'aujourd'hui on a la situation qu'il faut pour se dire « je vais partir à la retraite et j'aurai une situation meilleure ». Quand on est dans une entreprise, même si les lois ont été déjà votées pour permettre aux salariés de Mayotte d'avoir des situations évolutives et meilleures, est-ce que ces mesures ont été mises en place? Je dirais non, parce que tout simplement, il n'y a pas eu un suivi. Donc moi, je compte sur ces salariés qui aujourd'hui sont grands électeurs, qui sont élus conseils municipaux ou conseils départementaux. C'est vers ces salariés que je lance l'appel qu'il faut qu'on change la situation parce que ce ne sont pas les appareils qui apportent de bien-être dans la société, mais c'est nous, par nos mobilisations, qui ont fait que des choses ont évolué dans notre département. Donc je compte sur cette population-là. Est-ce que vous voulez dire par là, sans le dire, mais moi je peux me permettre, que la situation dans laquelle on est par rapport à la crise de l'eau, c'est cette logique partisane où on vote pour des personnes investies qui ne sont pas forcément compétentes ou qui ne sont pas forcément capables de prendre des sujets difficiles, qu'on en est là ? Effectivement, parce qu'il fallait prendre des décisions. Une fois qu'il y a des rapports de la Chambre régionale de comptes qui définit un certain nombre de prérogatives ou un certain nombre de lignes à mettre en place pour rattraper des situations que ça n'a pas été mis en place, s'il y a des situations qui ont été pointées, qui étaient dangereuses pour la population, pour Mayotte, auxquelles on n'a pas apporté des réponses, oui, on peut dire que c'est ce système clanique qui a fait qu'on est là aujourd'hui. Sans parler de l'argent qui est dépensé sans qu'on sache vers où ça a été dépensé pour faire quoi. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2017, il y a eu une aide financière qui a été apportée pour l'eau à Mayotte.
Aujourd'hui, on se demande les investissements qui ont été faits. Et pourquoi on est dans la situation aujourd'hui? D'ailleurs, sur cette question d'eau, il y a l'UDCCAS qui a adressé un courrier... L'UDCCAS, c'est l'Union départementale des CCAS, qui a adressé un courrier aux autorités du département. Le préfet, le président de l'association des maires, le président du conseil départemental. Moi, en tant que sénateur, j'appuierai et je continuerai à apporter mon soutien sur cette demande et engager avec l'ensemble des maires de ce territoire pour avoir des réponses à la hauteur des besoins de la population en matière de l'eau. Il y a un travail qui est commencé par les maires aussi sur qui pourrait nous apporter de l'eau assez rapidement. Ils ont dit qu'ils ont trouvé une entreprise qui pourrait leur accompagner dans cette démarche. On donne une réponse pour les personnes vulnérables, enfants et malades et les vieux. Et puis après, on accompagne le département et les maires dans cette solution qu'ils ont proposée pour que Mayotte ne connaisse plus la situation que nous connaissons aujourd'hui. Salim Naouda, il y a un autre sujet d'importance. Vous avez été président de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Quand on a parlé de la loi Mayotte la première fois, on l'a vu dans les attentes de la population, toutes les questions sociales étaient le premier point d'attente de la population. Vous avez une très bonne connaissance de ces sujets par les fonctions que vous avez exercées. Si vous êtes élu sénateur, on sera à négocier, enfin en tout cas les élus, le projet de loi de finances de la sécurité sociale et le projet de loi de finances tout court, quelques temps après votre élection. Le fait que vous connaissiez ces sujets, c'est un avantage pour Mayotte? Mais je crois que oui, parce que je l'ai démontré pendant mon mandat en tant que président de la Caisse, mais aussi en tant que syndicaliste dans le cadre des combats que nous avons menés pendant toutes ces années pour dénoncer la non-application des textes ou la non-application du Code de la sécurité sociale à Mayotte. Nous avons dénoncé la non-application à Mayotte du Code de la santé publique alors qu'on en a besoin. Donc effectivement, si je suis élu le 24 septembre, ça fera partie de mes premiers combats que je vais mener. On ne peut pas être dans un département et ne pas avoir les droits comme tous les autres citoyens de la nation qui sont dans les autres départements. Donc, pour Mayotte, c'est une urgence de faire évoluer le social. D'ailleurs, je dis à chaque fois, on a tendance à tenir les Mahorais en laisse pour qu'ils deviennent des mendiants, et quand on est mendiant, on n'avance pas. Donc, il faut donner les droits aux Mahorais pour que nous ne soyons plus des mendiants, qu'on ait ces droits comme tout autre citoyen de cette planète français, et de cet État français. Donc mon combat, effectivement, sera centré pour la santé, sera centré pour les droits sociaux, sera centré pour l'accès aux soins des Mahorais. Parce qu'on ne peut pas avoir le système de santé qu'on a aujourd'hui avec une gratuité à tout va à l'hôpital que malheureusement ne bénéficient pas les assurés sociaux de ces départements. Beaucoup sont obligés de partir ailleurs pour se faire soigner à des coûts énorme que souvent, au bout du bout, ils abandonnent les soins bien sûr. Et que malheureusement, ils reviennent avec des situations qui s'aggravent de jour en jour. Donc, moi, la gratuité de soins doit finir. On ne peut pas verser par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte plus de 250 millions d'euros à l'hôpital de Mayotte et que malheureusement, ce ne sont pas les assurés sociaux qui sont les prioritaires admises dans cet hôpital. Il faut qu'on soit dans un vrai département avec les mesures qui s'appliquent dans un département, avec la mise en place de la CMU-C, qui aujourd'hui on l'appelle la C2S, c'est la complémentaire santé solidaire, qu'on arrive à mettre aussi à Mayotte l'aide médicale de l'État, parce que l'État ne doit pas se cacher derrière un fonds qui est versé par la sécurité sociale pour accompagner les non-assurés sociaux. Ça, c'est un combat qu'on va mener et j'appellerai tous les parlementaires et tous les élus de ce département qu'on aille dans cette même logique pour que le Mahorais puisse se faire soigner correctement. Et là, ce sont les textes qui sont appliqués à Mayotte qui font que nous sommes dans ces situations-là. Donc, il faut bannir ces textes et être dans le droit commun.
Alors, autre question qui vient d'une autre de vos expériences, puisque vous êtes électricien, il faut le souligner. Vous êtes, en tout cas au fur et à mesure des différentes interviews qu'on a fait ensemble, vous êtes plutôt hyper compétent sur tout ce qui est énergie renouvelable, et c'est hautement important à Mayotte parce qu'on dépend beaucoup encore aujourd'hui des énergies fossiles, même si EDM est parti dans cette logique de diversification. Si vous êtes élu sénateur le 24 septembre, comment vous appuierez le travail qu'a commencé l'entreprise EDM? Mais déjà, moi, je demanderais à ce que les élus du département s'organisent, parce qu'on ne peut pas avoir uniquement le conseil départemental au conseil de surveillance d'EDM en tant qu'actionnaire et en même temps en tant qu'organisateur au niveau territoire pour l'électricité. Toute la partie qui relève de la zone rurale. Moi, je demanderais à ce que les élus arrivent à la mise en place pour Mayotte d'un syndicat départemental de l'énergie. Et c'est là que les questions se poseront et c'est là que les orientations vont se dessiner pour l'avenir énergétique de Mayotte. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti, c'est le département qui aujourd'hui est juge et parti. Donc il faut ce syndicat qui appuiera par la suite le département dans les orientations énergétiques. Oui, je suis électricien de profession. J'ai été pendant un certain nombre d'années responsable de la maintenance électrique à la centrale des Badamiers et à Longoni. Et avec l'extension de Mayotte, j'aurais pu continuer. J'ai une connaissance en matière de développement électrique, mais je discuterai avec tous les élus de ce département sur le choix de l'énergie qui serait la mieux pour notre département. Alors, comment se déroule la campagne électorale? Vous faites, en fait, vos journées, elles sont occupées à faire quoi? Mais déjà, j'essaye d'appeler le maximum de personnes que j'arrive à avoir au bout du fil. Je discute avec eux, les grands électeurs, essayer de les convaincre, leur dire que le choix d'un candidat ne doit pas se faire par rapport au financement qu'il a. Le choix du candidat ne doit pas se faire par rapport à l'étiquette politique qu'il a. Le choix du candidat doit se faire par rapport, à son CV, par rapport à son engagement pour le bien-être des citoyens de ce territoire, mais aussi la ténacité que ce candidat aura face à des autorités qui ne seront pas faciles, mais il faut pouvoir les convaincre pour le bien-être de ce département. Donc, les collectivités ont besoin de financements énormes. Il faut aller les chercher en matière d'investissement, parce que Mayotte n'a pas connu, comme les autres départements, un financement dans le cadre d'avant la décentralisation, qu'on dit la centralisation, puisque c'est l'État qui intervenait directement pour le développement de ces territoires. Donc, on est arrivé à une décentralisation que malheureusement, cette décentralisation n'a pas été accompagnée par des financements, d'où les collectivités aujourd'hui ont des soucis. Qu'on soit le département, les intercos ou les communes, ils ont des soucis. Bien sûr. Donc, la démarche et ma démarche sera de travailler avec les collectivités pour avoir un financement supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont d'habitude. La discussion va aussi sur cette question de financement, sur l'octroi de mer. Mais c'est ce qui permet aujourd'hui à nos communes d'avoir un fonds propre pour les investissements. Si on sort l'octroi de mer, les communes seront obligées d'aller chercher les financements ailleurs et ça sera l'impôt sur les taxes foncières qui vont augmenter alors que c'est une minorité qui paye. L'octroi de mer, au contrairement, c'est tout le monde qui participe. Absolument. Donc moi, je suis partisan du maintien de l'octroi de mer. Sur l'économie, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un développement économique dans notre territoire. Sur l'économie, certains employeurs, les grands groupes, demandent que le Mayotte soit transformé en zone franche d'activité. Ça veut dire qu'ils ne vont pas payer ni des impôts sur les bénéfices et ils demandent à avoir aussi des exonérations sur les charges sociales. Donc, s'il n'y a pas financement du social, s'il n'y a pas financement pour tout ce qui est impôt qui va dans les caisses du département et qui permet aux collectivités d'avoir un fonds propre, c'est qui va compenser? Donc, de ma part,
il faut qu'il y ait une conférence économique et sociale regroupant l'ensemble des acteurs de ce département, réfléchir sur cette question-là avant la mise en application. Et là, j'interpellerai le gouvernement, j'interpellerai l'État, qu'il faut qu'ils écoutent Mayotte. Merci beaucoup, Salim Naouda. Bon courage pour votre campagne, parce que ça va très très vite maintenant. Merci à vous. Et puis, je tiens juste à dire que nous sommes engagés pour le développement de notre département. Et en même temps, ensemble, nous gagnerons ce combat. Quand je dis ensemble, c'est les élus, tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.